Bonjour, aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire assez incroyable, celle d'une enseignante qui a fait une découverte fondamentale. Parfois, pour débloquer un apprentissage vraiment profond, la solution, c'est un environnement de classe simple et pur. Et ça, c'est vraiment la question qui va nous guider. On a tendance à penser que plus on a de ressources, de matériel, mieux c'est. Mais si c'était l'inverse, si le secret c'était d'en avoir moins, mais mieux, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre, on va commencer par une petite visite guidée de cette classe. On va voir à quel point chaque petit coin, chaque objet a été pensé avec une intention très précise, en commençant par les compétences les plus essentielles. Notre première étape, c'est le coin de la vie pratique. Alors attention, ce n'est pas un coin jeu comme les autres, c'est plutôt un petit atelier où l'on s'entraîne à maîtriser les gestes de tous les jours. Et quand on regarde de plus près, ce qui est fou, c'est la simplicité des activités proposées. Apprendre à faire un nœud, à bien tenir des ciseaux, à tailler un crayon. Ça peut paraître banal, non? Mais en fait, c'est tout sauf anodin. Ce sont les fondations de la motricité fine, de la concentration et de l'autonomie. Chaque activité a un but, clair et direct. Allez, on continue la visite. On quitte le coin pratique pour aller voir la table créative. Là, c'est le royaume de l'imagination, de l'expression totalement libre, sans consigne. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les outils sont volontairement très limités. Ici, pas de kit de bricolage ultra sophistiqué, pas de gadgets à la mode. Non, juste des choses basiques. Des pastels, des papiers de couleur, quelques boutons, des plumes. L'idée derrière, c'est que la créativité, elle n'a pas besoin d'une montagne de matériel. Au contraire, souvent, c'est la contrainte qui la stimule le plus. Et maintenant, on arrive au cœur du réacteur, si je puis dire, le centre névralgique de toute la classe. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est juste une armoire, une seule, mais elle contient tout un monde de défis. Alors regardons comment c'est organisé parce que c'est hyper malin. Tout en bas, on a les jeux de construction, type Lego, facile d'accès pour tout le monde. Juste au-dessus, les puzzles, mais attention, ils sont classés par difficulté. On monte encore d'un cran avec des jeux de logique comme le sudoku ou le tangram. Et tout en haut, les smart games, les vrais casse-têtes. Du coup, l'enfant se gère tout seul, il sait où il en est et il voit clairement quel sera son prochain défi. Bon, on a vu ce qu'il y a dans la classe. Maintenant, la question c'est pourquoi? Pourquoi ce matériel-là et pas un autre? Parce que, évidemment, rien n'a été laissé au hasard. Derrière cette sélection, il y a une vraie philosophie pédagogique. On parle beaucoup d'activités autonomes. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? L'idée, ce n'est pas juste de trouver un truc pour occuper les enfants, bien sûr. Non, le but, c'est de leur donner des outils pour qu'ils développent tout seuls leur concentration, leur logique, leur dextérité, sans qu'un adulte soit constamment derrière eux. Et c'est là qu'on touche au génie du truc, vraiment. Le matériel n'est pas juste posé là. Il est organisé pour créer un chemin, une sorte de parcours de progression. L'enfant n'est jamais bloqué face à un mur. Il y a toujours une étape suivante, un défi juste un tout petit peu plus dur qui l'attend. L'exemple des puzzles est parfait pour comprendre ça. Un enfant commence avec, disons, un 54 pièces. Il le fait, il le refait, il le maîtrise parfaitement. Eh bien, une fois que c'est acquis, hop, on enlève ce puzzle et on le remplace par un 100 pièces, puis un 350. On ne stagne jamais. Chaque réussite ouvre une nouvelle porte. C'est une quête permanente, en fait. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, on va rentrer dans le vif du sujet, avec une histoire qui incarne tout ça à la perfection. Une anecdote vécue qui va tout éclairer. L'histoire d'un petit garçon, de quelques feuilles de papier et d'une transformation spectaculaire. Mais juste avant, une petite question à se poser. Comment est-ce que la persévérance, le fait de s'acharner sur un problème, peut transformer ce qui ressemble à une série d'échecs en une véritable expertise? Gardons ça en tête, parce que c'est la clé de tout ce qui va suivre. Alors voilà, notre histoire commence avec un élève de maternelle. Un petit bonhomme qui, à la base, a pas mal de difficultés avec sa motricité fine, tout ce qui demande de la précision avec les doigts. Et pourtant, il est complètement fasciné par l'origami, cet art si complexe du pliage de papier. Autant dire que le défi est immense pour lui. Et l'enseignante raconte, il a utilisé beaucoup de papier malgré mon insistance à le freiner. C'est tellement parlant. Le gamin n'arrive pas du premier coup, loin de là. Il essaye, il se trompe, il froisse le papier, il recommence, il en consomme une pile. On pourrait se dire que c'est du gâchis, mais lui, il ne lâche rien. Et là, regardez la transformation. C'est juste incroyable. Le même enfant qui galérait à faire un pli correct est devenu un expert, capable de faire des figures super complexes comme une grenouille avec une précision bluffante. Tout ça en suivant un livre, tout seul. Il a complètement retourné la situation. Mais ce n'est pas fini. Le plus beau, c'est la suite.
Une fois qu'il a maîtrisé son art, il ne l'a pas gardé pour lui. Non, il est devenu le prof pour les autres. Il a montré à ses copains comment faire. Et l'enseignante conclut, et ensuite il a montré aux copains, il y avait des grenouilles partout dans la classe. C'est génial, non? Sa réussite personnelle est devenue une réussite collective. Cette histoire est formidable, mais si on prend un peu d'auteur, elle nous révèle l'ingrédient secret de tout cet environnement. Un ingrédient qu'on ne voit pas, mais qui est partout, la confiance. Ça, c'est une réflexion très forte de l'enseignante. Elle imagine très bien ce que des observateurs extérieurs auraient pu penser en voyant l'enfant gâcher tout ce papier. Il aurait regardé en se disant « Mais pourquoi vous laissez faire ça ?» Et le fait de résister à cette envie de contrôler, de dire « Arrête, tu gaspilles », ça a été le déclic. Elle lui a fait confiance. Elle a fait confiance à son processus d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que faire confiance au cheminement de l'enfant est la base de tout. Ensuite, que la persévérance, ça peut vraiment déplacer des montagnes. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, ce qu'on perçoit comme du gaspillage est en fait le coût nécessaire de l'expérimentation. Et enfin, que quand on maîtrise vraiment quelque chose, la plus grande joie, c'est de le partager. Et voilà, on va se quitter sur cette question. Le gaspillage est-il parfois le prix à payer pour la maîtrise? Cette histoire nous pousse à revoir complètement notre définition de l'efficacité, de l'erreur, des ressources. Le chemin le plus direct n'est peut-être pas toujours celui où l'on apprend le plus. C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.